En l'an 910, dans la ferme de Borg en Islande, naît un enfant qui va marquer l'histoire viking d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Egil Skallagrimson vient au monde avec un crâne anormalement gros et des traits tellement laids que même sa propre famille en est troublée. Son père, Skallagrim, surnommé Grimr le Chauve, était lui-même un colosse difforme qui avait fui la Norvège pour échapper à la colère du roi Harald à la belle chevelure. La lignée familiale d'Egil porte déjà les marques d'une malédiction génétique. Son grand-père Kveldulf, dont le nom signifie « loup du soir », était connu pour ses accès de rage incontrôlables et sa force surhumaine. Ces hommes n'étaient pas comme les autres vikings. Leur apparence repoussante cachait une anomalie osseuse qui allait transformer Egil en légende. Dès l'âge de 3 ans, Egil montre des talents qui défient l'entendement. Alors que les autres enfants jouent encore avec des bâtons, lui compose son premier poème lors d'un banquet organisé par son grand-père maternel Ingvar. Son père avait refusé de l'emmener à cette fête, terrifié à l'idée de voir son fils ivre. Mais Egil vole un cheval et se présente au festin. Devant l'assemblée, il récite des vers d'une maîtrise stupéfiante pour un enfant de cet âge. Les invités restent bouche bée. Comment un bambin peut-il manier les mots avec la sophistication d'un skald expérimenté? Mais le talent poétique d'Egil s'accompagne d'une violence terrifiante. À 7 ans, lors d'un jeu de balle traditionnel viking appelé Knatleikr, un garçon plus âgé le domine et l'humilie devant tout le monde. Egil ne supporte pas l'affront. Il rentre chez lui, saisit une hache et retourne sur le terrain de jeu. Sans un mot, il fend le crâne du garçon qui l'avait battu. Le sang gicle sur la neige islandaise. Les autres enfants fuient en hurlant. Sa mère, loin d'être horrifiée, déclare fièrement qu'Egil possède l'étoffe d'un vrai guerrier viking. Son père Skallagrim est plus ambivalent. Il reconnaît dans les yeux de son fils cette même rage qui coule dans les veines de leur lignée, cette fureur qui les transforme en berserkers lors des combats. Quelques années plus tard, Egil commet un deuxième meurtre. Cette fois, c'est un intendant de son propre père qu'il tue lors d'une dispute. L'adolescent devient ingérable. Skallagrim prend une décision radicale. Egil doit quitter l'Islande et accompagner son frère aîné Thorolf en Norvège pour y faire ses armes. Peut-être que les Red Vikings canaliseront cette violence qui menace de consumer toute la famille. À 12 ans, Egil embarque donc vers un destin qui le conduira aux 4 coins du monde scandinave. L'apparence d'Egil le distingue de tous les autres Vikings. Alors que son frère Thorolf est décrit comme magnifiquement beau, grand et blond, Egil est l'exact opposé. Son crâne est disproportionné, son front proéminent, ses sourcils épais et ses traits grossiers. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'épaisseur anormale de son crâne. Les médecins modernes qui ont étudié les descriptions d'Egil dans la saga pensent qu'il souffrait d'une maladie osseuse rare, appelée maladie de Paget, ou peut-être de la maladie de Van Buchem. Ces pathologies provoquent un épaississement massif des os, particulièrement au niveau du crâne. Les os deviennent extrêmement denses, mais aussi plus fragiles de manière paradoxale. Chez Egil, cet épaississement atteint des proportions extraordinaires. La saga rapporte un détail glaçant découvert des décennies après sa mort. Lorsque son corps fut exhumé pour être déplacé, son crâne fut frappé avec une hache par l'un de ses descendants pour tester sa solidité. Au lieu de se briser, le crâne devint simplement blanc à l'endroit de l'impact. La hache ne réussit pas à le fendre. Cette anecdote, qu'elle soit totalement véridique ou embellie par la tradition orale, illustre la légende qui entoure déjà Egil de son vivant. Cette anomalie osseuse explique également d'autres aspects de sa personnalité et de son destin. Les personnes atteintes de la maladie de Paget souffrent souvent de maux de tête intenses, de troubles de l'audition à cause de la compression des nerfs crâniens et parfois de dérangements mentaux. Les accès de violence d'Egil, sa tendance à devenir berserk au combat, ses changements d'humeur brutaux, tout cela trouve une explication médicale dans cette maladie osseuse. Pendant les batailles, ce crâne épais devient un avantage militaire considérable. Alors que d'autres guerriers tombent assommés ou tués par un coup de masse ou d'épée sur la tête, Egil encaisse ces impacts sans broncher. Ses ennemis sont terrifiés de voir ce géant laid continuer à se battre après avoir reçu des coups qui auraient dû être mortels.
Cette résistance physique contribue à forger sa réputation de guerrier invincible. Mais la maladie a aussi ses inconvénients. Avec l'âge, le crâne d'Egil continue de grandir. Vers la fin de sa vie, il note qu'il ne rentre plus dans ses chapeaux. Ses maux de tête deviennent constants. Sa vue et son ouïe se détériorent progressivement à cause de la pression que l'os exerce sur les nerfs. La déformation de son visage s'accentue, rendant son apparence encore plus monstrueuse. Cette condition médicale rare fait d'Egil un véritable monstre physique, un guerrier que la nature elle-même semble avoir conçu pour la violence et la survie. Mais derrière ce crâne difforme se cache un esprit brillant, capable de composer des poèmes d'une beauté bouleversante. Cette dualité entre la brutalité physique et la sensibilité artistique définit toute l'existence d'Egil Skallagrimson. Quand Egil débarque en Norvège avec son frère Thorolf, il ne se doute pas que ce voyage va sceller son destin et créer une inimitié qui le poursuivra toute sa vie. Les deux frères se lient rapidement d'amitié avec Arinbjörn, un noble puissant qui va devenir l'ami le plus fidèle d'Egil. Thorolf épouse même la cousine d'Arinbjörn, cette Asgerd que leur père avait jadis adoptée en Islande. Mais la cour norvégienne est un nid de vipères. Le roi Eric Blodax, à la hache sanglante, règne avec une brutalité qui fait frémir même les Vikings les plus endurcis. Son épouse, la reine Gunhild, est encore plus dangereuse. Cette femme rusée et impitoyable tire les ficelles dans l'ombre, manipulant son mari et éliminant tous ceux qu'elle perçoit comme des menaces. Le conflit éclate lors d'un incident apparemment banal. Egil et Thorolf arrivent dans une taverne et demandent de la nourriture et de la boisson. Le tavernier, un certain barde qui est parent de la reine Gunhild, refuse de les servir. Il prétend ne rien avoir, mais c'est un mensonge. Il organise en réalité un festin pour le roi Eric et ne veut pas partager ses provisions avec ses Islandais. Egil ne se laisse pas intimider. Il force l'entrée et se sert lui-même. L'alcool coule à flot et Egil, fidèle à sa réputation, devient turbulent. Ses chants et ses plaisanteries commencent à déranger le banquet royal. Bard et la reine Gunhild, furieux de cette insolence, décident de résoudre le problème de manière définitive. Ils empoisonnent la coupe d'Egil. Mais Egil n'est pas un homme ordinaire. Il maîtrise les runes, ces symboles magiques que les Vikings considèrent comme dotés de pouvoirs surnaturels. Méfiant, il grave une rune sur sa corne à boire. Selon la saga, la coupe explose soudainement, révélant la présence du poison. Egil comprend instantanément ce qui se passe. Sa réaction est immédiate et violente. Il se jette sur Bard et le tue sur place, plantant son couteau dans le ventre du traître. Le chaos éclate dans la salle du festin. La reine Gunhild, folle de rage, envoie ses deux frères pour venger Bard. Mais Egil, dans une démonstration de force brutale, les massacre tous les deux. Le sang coule en rivière dans la taverne norvégienne. Cette nuit marque le début d'une vendetta qui va traverser les décennies. Le roi Eric et la reine Gunhild jurent de tuer Egil. De son côté, Egil développe une haine viscérale pour le couple royal. Ce ne sont plus de simples ennemis, ce sont des adversaires mortels engagés dans un duel à mort qui ne peut se terminer que par l'élimination de l'un ou de l'autre. Egil et Thorolf sont désormais des hommes traqués en Norvège. Ils doivent fuir le royaume, devenant des hors-la-loi dans leur propre patrie ancestrale. Cette disgrâce les transforme en véritables vikings, ces guerriers pirates qui écument les mers à la recherche de butin et de gloire. Ils vont piller et combattre à travers toute la Scandinavie et au-delà. Bannis de Norvège, Egil et Thorolf deviennent des vikings dans le sens le plus pur du terme. Ils rassemblent un équipage de guerriers aussi désespérés qu'eux et lancent une série de raids qui vont terroriser les côtes scandinaves. Leur navire devient une terreur flottante, surgissant des brumes matinales pour frapper les villages côtiers avant de disparaître aussi vite qu'il est venu. Leur première grande expédition les mène en Courlande, sur les rives orientales de la mer Baltique. Les tribus baltes, moins organisées militairement que les royaumes scandinaves, offrent des cibles tentantes. Egil et Thorolf débarquent avec leurs hommes, le feu et l'acier à la main. Les villages brûlent, les habitants fuient ou meurent, et les dracars repartent chargés d'or, d'argent et d'esclaves. Mais ce qui distingue Egil des autres pillards vikings, c'est sa cruauté méthodique. Lors d'un raid, il ne se contente pas de tuer ses ennemis.
Il prend plaisir à démontrer sa supériorité physique de manière terrifiante. La saga rapporte qu'il arracha une fois la gorge d'un homme avec ses dents lors d'un combat rapproché. Une autre fois, il enfonça son doigt dans l'œil d'un adversaire avec une telle force que le globe oculaire se détacha et pendit le long de la joue de l'homme. Ces actes de barbarie servent un objectif. Egil construit sa réputation, transformant son nom en symbole de terreur. Quand les villages entendent qu'Egil Skallagrimson approche, beaucoup choisissent de payer tribut plutôt que d'affronter ce monstre difforme qui semble insensible à la douleur et qui tue avec une sauvagerie qui glace le sang. Le Danemark devient leur terrain de chasse suivant. Ils attaquent Tlund, une ville prospère du sud de la Scandinavie. Le pillage est brutal et efficace. Egil et ses hommes emportent suffisamment de richesses pour équiper une petite armée. Mais au-delà de l'or, c'est la réputation qu'ils accumulent qui compte. Chaque raid réussi ajoute une nouvelle strophe à la saga d'Egil, cette histoire orale qui se propage de fjord en fjord. Durant ces années de piraterie, Egil perfectionne également son art poétique. Paradoxalement, entre deux massacres, il compose des vers d'une beauté saisissante. Assis sur le pont de son navire, regardant le soleil se coucher sur des villages encore fumants, il crée des poèmes qui capturent à la fois la violence de l'existence viking et une mélancolie profonde sur le destin des guerriers. Cette dualité fascine et trouble ses compagnons. Comment un homme capable d'arracher des yeux et des gorges peut-il aussi composer des vers qui émeuvent aux larmes les plus endurcies des Vikings? Egil est une énigme vivante, un poète guerrier dont la violence et la sensibilité coexistent dans un équilibre précaire. Mais malgré tous ses succès, Egil et Thorolf savent qu'ils ne peuvent pas rester éternellement des pirates. Les mers du Nord sont de plus en plus dangereuses, les royaumes scandinaves se consolident et organisent des flottes de guerre pour combattre la piraterie. Les frères ont besoin d'un patron plus puissant, quelqu'un qui peut leur offrir protection et légitimité. C'est ainsi qu'ils tournent leur regard vers l'Angleterre, où le roi Æthelstan cherche des mercenaires pour ses guerres contre les royaumes celtes et vikings qui menacent son royaume. L'année 937 approche, et avec elle, une bataille qui va changer le cours de l'histoire britannique et le destin d'Egil pour toujours. En 937, l'Angleterre se trouve au bord du gouffre. Le roi Æthelstan, qui a unifié les royaumes anglo-saxons, fait face à une coalition redoutable. Olaf Gottfridsson, le roi viking de Dublin, s'est allié avec Constantin II d'Écosse et Owen de Strathclyde. Leur objectif est clair, détruire le royaume d'Æthelstan et se partager l'Angleterre. Æthelstan appelle à lui tous les guerriers qu'il peut trouver. Egil et Thorolf, attirés par les promesses de richesse et de gloire, répondent à l'appel. Les deux frères islandais rejoignent l'armée anglo-saxonne avec leurs hommes. C'est leur chance de transformer leur réputation de pirates en celle de mercenaires d'élite au service d'un grand roi. La bataille de Brunanburh devient rapidement l'un des affrontements les plus sanglants du Xe siècle. Des milliers de guerriers s'affrontent sur un champ boueux quelque part dans le nord de l'Angleterre. L'emplacement exact reste débattu par les historiens. Les Vikings de Dublin, les Écossais et les Bretons de Strathclyde déferlent en vagues successives sur les lignes anglo-saxonnes. Egil se bat comme un démon. Son crâne difforme et épais encaisse les coups qui devraient le tuer. Une hache s'abat sur sa tête. Il vacille mais continue à combattre. Une masse le frappe au crâne. Il grogne de douleur mais ne tombe pas. Cette résistance surhumaine terrifie les ennemis qui l'affrontent. Comment tuer ce monstre qui refuse de mourir? À ses côtés, Thorolf combat avec la même bravoure. Le beau et charismatique frère d'Egil inspire les hommes autour de lui. Ils forment un duo parfait. Thorolf, le noble guerrier qui mène par l'exemple, et Egil, la brute terrifiante qui brise les lignes ennemies par la pure violence. Mais alors que la bataille atteint son paroxysme, le destin frappe cruellement. Thorolf, engagé dans un combat féroce contre un groupe de guerriers écossais, ne voit pas venir le coup fatal. Une lance le transperce. Il s'effondre dans la boue sanglante, ses yeux cherchant désespérément son frère. Egil, à quelques mètres de là, entend le cri. Il se retourne et voit Thorolf tomber. Quelque chose se brise en lui. La rage qui couvait toujours sous la surface explose avec une force dévastatrice. Egil devient un tourbillon de mort.
Il se jette sur les meurtriers de son frère avec une fureur qui dépasse tout ce qu'il a jamais manifesté. Ses mains sont des serres de fer. Son épée devient un prolongement de sa rage. Il massacre tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Les hommes fuient devant lui. Certains se jettent à genoux et implorent la pitié. Egil n'en montre aucune. Il tue, encore et encore, jusqu'à ce que les corps s'empilent autour de lui. Quand la bataille se termine enfin, Æthelstan a remporté une victoire décisive. Les coalisés sont écrasés. Constantin fuit vers l'Écosse. Olaf retourne à Dublin avec les restes de son armée. Mais pour Egil, cette victoire n'a aucun goût. Thorolf, son frère, son compagnon, la seule personne en qui il avait une confiance absolue, est mort. Le roi Æthelstan, reconnaissant le sacrifice des deux frères et impressionné par la bravoure d'Egil, lui offre une compensation généreuse. 2 coffres remplis d'argent. C'est une fortune, de quoi vivre confortablement le reste de ses jours. Mais l'argent ne peut pas ramener Thorolf. Egil prend également la décision d'épouser Asgerd, la veuve de son frère. Dans la culture viking, cette union n'est pas choquante. Elle assure la continuité familiale et protège la femme du défunt. Mais pour Egil, c'est aussi une manière de garder Thorolf vivant d'une certaine façon, de préserver ce lien qui les unissait. La bataille de Brunanburh marque un tournant dans la vie d'Egil. Il n'est plus seulement un guerrier violent et un poète talentueux. Il devient un homme hanté par la perte, portant le poids d'un deuil qui ne le quittera jamais complètement. Cette douleur va influencer toute la poésie qu'il composera par la suite. Chargé de son trésor et de sa nouvelle épouse, Egil retourne en Islande. Il retrouve Borg, la ferme familiale où il est né, mais l'endroit a changé. Son père Skallagrim, ce géant difforme qui lui a transmis ses gènes maudits, est vieux et affaibli. Les années de labeur dans les terres glacées de l'Islande ont usé même sa force surhumaine. La relation entre Egil et son père a toujours été complexe. Skallagrim reconnaît dans son fils ce même mélange de violence et de génie qui caractérise leur lignée. Mais il craint aussi cette intensité, cette incapacité d'Egil à modérer ses pulsions. Un incident, survenu quand Egil était adolescent, illustre parfaitement cette relation ambiguë. Un jour, Egil et un ami avaient défié Skallagrim lors d'un jeu traditionnel viking. Le vieux guerrier, piqué dans son orgueil, avait accepté. Mais à la tombée de la nuit, la rage ancestrale qui sommeillait en Skallagrim s'était réveillée. Il était devenu berserk, perdant tout contrôle. Il avait saisi l'ami d'Egil et l'avait écrasé contre le sol avec une telle force que le garçon était mort sur le coup. Egil aurait subi le même sort si sa nourrice, une esclave qu'il avait élevée depuis l'enfance, ne s'était pas interposée. Skallagrim, dans sa fureur aveugle, l'avait tué à la place. Ce massacre avait profondément marqué Egil, lui montrant jusqu'où pouvait mener la rage qui coulait dans leurs veines. Maintenant, des années plus tard, Egil retrouve un père diminué mais toujours impressionnant. Skallagrim meurt peu de temps après le retour de son fils. Egil hérite de la ferme de Borg et de toutes les responsabilités qui vont avec. Il devient le chef du clan, le protecteur de la région des Mirars, l'homme vers qui les gens se tournent pour régler les disputes et rendre la justice. Cette nouvelle vie sédentaire convient mal à Egil. Après des années à écumer les mers et à vivre par l'épée, s'occuper de moutons et de terres agricoles lui semble terriblement fade. Mais il a des obligations. Asgerd est enceinte et bientôt, Egil devient père. Les enfants se succèdent. Il a des fils et des filles qui portent l'héritage compliqué de la famille Skallagrimson. Pourtant, même établi en Islande, Egil ne peut pas échapper complètement à son passé violent. Des affaires d'héritage concernant la famille d'Asgerd le rappellent en Norvège. Ces voyages se transforment rapidement en séries de procès et de duels. Le système juridique viking permet de régler certains litiges par le combat. Egil, avec sa force surhumaine et son crâne pratiquement indestructible, remporte tous ces duels. Mais c'est lors d'un de ces voyages qu'il va vivre l'expérience la plus terrifiante de sa vie, une confrontation qui aurait dû être sa dernière. Le destin va le mettre face à face avec son ennemi juré, le roi Eric Bludax, dans des circonstances où seul son génie poétique pourra le sauver de la mort. Vers 948, Egil entreprend un nouveau voyage en Norvège pour régler des affaires d'héritage. La mer est capricieuse cette année-là. Une tempête terrible s'abat sur son navire.
Les vagues monstrueuses brisent le gouvernail, déchirent les voiles. L'équipage lutte désespérément pour garder le bateau à flot, mais la nature est plus forte. Le navire s'écrase sur la côte de Northumbrie, en Angleterre. Les survivants, trempés et épuisés, se traînent sur la plage. Egil ne réalise pas immédiatement où il a échoué. Quand il l'apprend, son sang se glace. Il vient d'atterrir dans le royaume d'Éric Bloodaxe. Le roi Éric, chassé de Norvège par des querelles dynastiques, a trouvé refuge en Angleterre et règne désormais sur York. La reine Gunnhild est avec lui, aussi venimeuse que jamais. Leur haine pour Egil n'a pas diminué d'un iota au fil des années. Au contraire, elle s'est intensifiée. Egil a tué des membres de leur famille, s'est moqué de leur autorité et est devenu un symbole de tout ce qu'ils détestent. Les gardes d'Éric capturent Egil rapidement. Le viking islandais est enchaîné et traîné devant le roi. Éric le reconnaît immédiatement. Ce crâne difforme est impossible à oublier. Un sourire cruel se dessine sur les lèvres du roi. Après toutes ces années, la vengeance est enfin à portée de main. Gunnhild exige l'exécution immédiate. Elle veut voir Egil pendu, ou mieux encore soumis à l'aigle de sang, cette torture viking terrifiante où les côtes de la victime sont brisées et arrachées pour former des ailes pendant que le condamné agonise lentement. Mais Éric, bien qu'il déteste Egil, hésite. Exécuter un poète aussi célèbre sans lui donner une chance de se défendre pourrait nuire à sa réputation. Arembjörn, le vieil ami d'Egil qui se trouve à la cour d'Éric, plaide pour la vie du prisonnier. Il suggère une alternative, qu'Egil compose un poème en l'honneur d'Éric pendant la nuit. Si le poème est suffisamment bon, le roi devrait gracier le poète. Si Egil échoue, l'exécution aura lieu à l'aube. Éric accepte, amusé par l'idée de voir son ennemi humilié. On enferme Egil dans une cellule sombre et froide. Il a une nuit, une seule nuit, pour sauver sa vie, en composant un poème louant l'homme qu'il déteste le plus au monde. La situation est un cauchemar pour Egil. Comment peut-il sincèrement glorifier Éric sans se trahir lui-même? Comment peut-il trouver des mots de louange pour ce tyran qui a tué tant de gens de son clan? La tâche semble impossible, mais Egil est un skald exceptionnel. Il comprend que ce poème doit être un chef-d'œuvre absolu. Chaque mot doit être choisi avec soin. La métrique doit être parfaite. Les métaphores doivent éblouir. Il doit créer quelque chose de si beau, de si techniquement impressionnant, qu'Éric ne pourra pas le faire exécuter sans passer pour un barbare sans culture. Toute la nuit, Egil travaille. Sa vie dépend de chaque syllabe. Il compose ce qui va devenir le Höfuðlausn, le rachat de la tête. Ce poème de 20 strophes utilise une forme métrique unique, jamais vue auparavant dans la poésie scandinave. Egil invente littéralement un nouveau style poétique pour sauver sa peau. Le poème est un prodige de diplomatie littéraire. Egil parvient à louer Éric sans mentir directement, en utilisant des formules ambiguës qui peuvent être interprétées de plusieurs façons. Il célèbre la force et le courage du roi tout en insérant subtilement des références qui, pour ceux qui connaissent bien la poésie skaldique, révèlent une ironie mordante. Au lever du soleil, on traîne Egil devant la cour. Il est épuisé, les yeux rouges, mais sa voix reste ferme. Il commence à réciter. Sa voix emplit la salle, transformant les mots en musique. Les guerriers d'Éric, qui s'attendaient à une exécution divertissante, se retrouvent hypnotisés par la beauté du poème. Strophe après strophe, Egil construit son plaidoyer pour la vie. Il flatte l'ego d'Éric avec une habileté consommée. Il compare le roi aux héros légendaires, évoque ses victoires militaires, présente sa générosité et sa sagesse. Chaque vers est un bijou de technique poétique. Quand Egil termine, un silence stupéfait s'abat sur la salle. Même Gunnhild, qui voulait voir Egil mort, ne peut cacher son admiration pour la performance. Éric reste immobile un long moment. Tuer un homme qui vient de composer un tel chef-d'œuvre en son honneur serait un acte de barbarie culturelle impardonnable. Le roi se lève enfin. Il déclare qu'Egil a racheté sa tête avec son poème. Le prisonnier est libre de partir. Gunnhild proteste violemment, mais Éric tient bon. Il ne peut pas ignorer un tel talent, même venant de son pire ennemi. Egil quitte York aussi vite que possible, avant que le roi ne change d'avis. Cette expérience le marque profondément.
Il a regardé la mort en face et l'a vaincue non par la violence, mais par l'art. C'est peut-être sa plus grande victoire, plus significative que tous les combats qu'il a gagnés par la force brute. Le Höfuðlausn devient instantanément un classique de la littérature scandinave. Des générations de skalds vont l'étudier, tenter d'imiter son style unique. Egil a non seulement sauvé sa vie, mais il a aussi créé une œuvre qui va lui survivre pendant des siècles. Egil retourne en Islande avec un sentiment de triomphe amer. Il a survécu à l'impossible, mais il sait que sa chance ne durera pas éternellement. Il s'installe dans une vie plus calme à Borg, se concentrant sur sa famille et ses terres. Asgerd lui donne plusieurs enfants. 2 fils en particulier, Bödvar et Gunnar, deviennent la fierté d'Egil. Bödvar, l'aîné, est un jeune homme prometteur. Il ne ressemble pas physiquement à son père. Heureusement pour lui, il a échappé à la difformité familiale. C'est un garçon beau, intelligent, doué pour la poésie comme son père, mais sans la violence qui consume Egil. Le vieux viking voit en Bödvar l'espoir d'une lignée qui pourrait transcender la malédiction génétique qui pèse sur leur famille. Mais le destin, qui s'est tant acharné sur Egil, n'en a pas fini avec lui. Un jour, Bödvar part en mer avec quelques amis pour une expédition de pêche. C'est une sortie routinière, le genre de voyage que les jeunes Islandais font depuis leur enfance. Mais une tempête se lève brutalement. Les vagues engloutissent le petit bateau. Bödvar se noie, son corps disparaissant dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Quand la nouvelle parvient à Egil, le choc est tel qu'il reste immobile pendant des heures, incapable de parler ou de bouger. Bödvar était censé lui survivre, perpétuer son nom, porter son héritage. Maintenant, il n'est plus qu'un corps ballotté quelque part au fond de l'océan. Le deuil transforme Egil. Il tombe dans une dépression profonde et terrifiante. Cet homme qui a massacré des dizaines d'ennemis, qui a survécu à des batailles et des tempêtes, se retrouve terrassé par la mort de son fils. Il refuse de manger, refuse de sortir de sa chambre. Il reste allongé sur son lit, fixant le plafond, murmurant le nom de Bödvar encore et encore. Puis, comme si un dieu cruel voulait tester jusqu'où il pouvait briser Egil, un deuxième coup frappe. Gunnar, son autre fils, tombe malade. C'est une maladie soudaine et violente, probablement une infection qui se propage rapidement. En quelques jours, Gunnar est mort. Egil perd son deuxième fils avant même d'avoir vraiment commencé à pleurer le premier. Cette double tragédie détruit complètement Egil. Il annonce qu'il va se laisser mourir de faim. Dans la culture viking, le suicide n'est pas complètement tabou, surtout pour un homme âgé qui a perdu ses héritiers. Egil déclare qu'il va rejoindre ses fils dans la mort, qu'il n'a plus aucune raison de vivre. Il s'enferme dans sa chambre et refuse toute nourriture. Les jours passent. Son corps, déjà marqué par la maladie osseuse de Paget, commence à dépérir. Sa peau pend sur ses os, ses yeux s'enfoncent dans leurs orbites. La mort approche lentement. C'est sa fille Thorgerd qui le sauve. Cette jeune femme intelligente et déterminée refuse d'accepter que son père se tue de cette manière. Elle vient le voir et lui dit qu'elle comprend sa douleur, mais qu'avant de mourir, il doit au moins composer un dernier poème en l'honneur de ses fils. Ne leur doit-il pas au moins cela? Un monument littéraire pour préserver leur mémoire? L'argument touche Egil. Toute sa vie, il a utilisé la poésie pour donner du sens à la violence et au chaos. Peut-être qu'un dernier poème, un véritable chef-d'œuvre du deuil, pourrait être son testament final. Il accepte de manger un peu, juste assez pour avoir la force de composer. Le résultat est le Sonatorek, la perte irréparable des fils. Ce poème est considéré par de nombreux spécialistes comme le plus grand jamais écrit en vieux norrois. C'est une méditation déchirante sur la douleur paternelle, sur l'injustice des dieux, sur la relation complexe qu'Egil entretient avec Odin. Dans ce poème, Egil ne cache pas sa rage contre les divinités. Il accuse Odin de lui avoir volé ses fils. Le dieu qui lui a donné le don de la poésie lui a aussi infligé les souffrances les plus terribles. Egil énumère toutes les pertes qu'il a subies. Son frère Thorolf, ses parents, maintenant ses fils. Il questionne la valeur de la poésie si elle ne peut pas protéger ceux qu'il aime. Mais à mesure qu'il compose, quelque chose change en Egil. Le processus créatif lui-même devient thérapeutique. Transformer sa douleur en art lui donne un but, une raison de continuer.
Vers la fin du poème, il commence à accepter son destin. Il reconnaît qu'Odin lui a au moins donné la capacité d'exprimer sa souffrance d'une manière qui touchera les gens pendant des générations. Quand il termine le Sonatorek, Egil décide de vivre. Il ne sera jamais complètement heureux. La blessure de perdre ses fils ne guérira jamais vraiment, mais il peut continuer. Il a encore un fils, Thorstein, qu'il n'aime pas particulièrement, mais qui peut au moins perpétuer la lignée familiale. Le Sonatorek devient immédiatement reconnu comme un chef-d'œuvre. C'est l'une des premières œuvres de la littérature scandinave à exprimer des émotions aussi personnelles et intimes. Egil a créé quelque chose de nouveau, une poésie lyrique qui parle directement du cœur brisé d'un père. Après la mort de ses deux fils, Egil Skallagrimsson vieillit rapidement et douloureusement. La maladie de Paget qui a déformé son crâne toute sa vie s'aggrave de manière dramatique. Son crâne continue de croître, déformant encore plus son visage déjà monstrueux. Les maux de tête deviennent constants et insupportables. Sa vue se détériore progressivement jusqu'à la cécité totale, la pression de l'os sur ses nerfs optiques le privant de lumière. Son ouïe disparaît également, l'enfermant dans un monde de silence. Le grand skald qui a passé sa vie à composer et réciter des poèmes ne peut même plus entendre les vers qu'il crée dans sa tête. Ses jambes le portent à peine. Le géant terrifiant qui massacrait ses ennemis n'est plus qu'une ombre courbée, tâtonnant dans l'obscurité. Son dernier fils, Thorstein, hérite de Borg et du titre de chef. Leur relation est tendue et douloureuse. Thorstein ressent l'amertume d'avoir toujours été le moins aimé, l'enfant de remplacement après la mort de ses frères brillants. Egil ne peut s'empêcher de comparer Thorstein à Bödvar et Gunnar, comparaison dans laquelle Thorstein perd toujours. Incapable de supporter cette situation, Egil quitte Borg et s'installe chez sa nièce à Mosfell. Ses douleurs constantes le rendent irascible et insupportable. Il grogne et se plaint continuellement. Ses rares consolations sont son amitié avec le skald Einar Skallaglam et une dernière victoire juridique qui prouve que son esprit reste vif. Après une dispute violente avec le maître de Mosfell, Egil prend une décision mystérieuse. Il appelle deux esclaves et leur ordonne de l'emmener, lui et ses deux coffres d'argent donnés par le roi Ethelstan, après Brunanburh, vers une destination secrète. Les trois hommes partent dans la nuit. Quand les serviteurs reviennent le lendemain, ils sont seuls. Interrogés, ils refusent de parler. Quelques jours plus tard, on les retrouve morts, probablement assassinés par Egil pour protéger son secret. Egil réapparaît sans les coffres, épuisé, refusant de révéler où il a caché son trésor. C'est son dernier acte de contrôle sur son destin. Peu après, il meurt dans son lit à environ 80 ans. Des décennies plus tard, quand l'Église décide de construire sur l'ancien cimetière païen, le corps d'Egil est exhumé. Les ouvriers découvrent un crâne énorme, extrêmement lourd et dense, avec des bosses et déformations impressionnantes. Un descendant décide de tester la légende. Il frappe le crâne avec une hache de toutes ses forces. Selon la saga, l'os ne se brise pas. Il devient simplement blanc à l'endroit de l'impact. La hache glisse sans pénétrer. Cette découverte transforme Egil en créature mythologique, symbole de la force viking poussée à l'extrême. Les médecins modernes pensent qu'Egil souffrait de la maladie de Paget ou de Van Buchem, conditions qui provoquent un épaississement dramatique des os. La densité osseuse peut être 3 ou 4 fois supérieure à la normale. Ces maladies expliquent aussi ces déformations faciales, ces douleurs chroniques, ces problèmes d'audition et de vision, et ces troubles comportementaux. Plus de 1000 ans après sa mort, Egil reste l'un des Vikings les plus célèbres. Il représente la dualité fondamentale de la culture viking, à la fois guerrier brutal et poète sensible. Sa poésie a une valeur littéraire indéniable. Le Sonatorek est l'un des premiers exemples de poésie lyrique personnelle en Europe. Le Höfuðlausn a inventé une nouvelle forme métrique jamais vue auparavant. Egil est un personnage complexe et faillible. Il est violent, vengeur, cruel, mais aussi capable d'amour profond et de beauté artistique extraordinaire. Cette complexité le rend étrangement moderne et humain. L'aspect médical fascine. Une maladie osseuse a créé un guerrier quasi invincible, mais au prix de souffrances constantes. Le mystère de son trésor,
probablement caché dans une crevasse rocheuse islandaise, continue de captiver l'imagination. L'histoire du crâne résistant aux coups de hache est devenue l'élément le plus mémorable de sa légende. Médicalement, un crâne exceptionnellement épais pourrait effectivement résister à un coup normal, mais plusieurs explications sont possibles. La hache était peut-être émoussée, le coup pas assez fort, ou l'histoire est une exagération poétique basée sur un fond de vérité. Quelle que soit la vérité, le symbole reste puissant. Le crâne représente la résistance d'Egill, sa capacité à survivre à tout. Il symbolise aussi son étrangeté fondamentale. Il n'était pas un homme normal. Dans la culture viking, un crâne épais prouvait physiquement la valeur d'un guerrier. Mais le crâne indestructible ne l'a pas protégé de la douleur émotionnelle, de la cécité, de la surdité, de la solitude. C'est à la fois son plus grand don et sa malédiction, rappelant que même les super-pouvoirs ont un prix. Egill était pris entre des forces incontrôlables, une anomalie génétique, une lignée violente, une époque brutale. Mais il a fait des choix. Il a choisi d'embrasser sa violence et de composer de la poésie. La poésie n'était pas un passe-temps, mais sa manière de donner du sens au chaos, de transcender son corps difforme. Avec le Höfuðlausn, il a prouvé que les mots peuvent être plus puissants que les épées. Avec le Sonatorek, il a montré que l'art est un moyen de survie émotionnelle. Egill n'était probablement pas agréable à connaître. Brutal, vengeur, difficile, dangereux. Mais il était aussi un génie créatif, un ami loyal, un père aimant, capable d'introspection et de croissance. Sa saga offre un portrait de complexité humaine complète. Son véritable trésor n'était pas l'argent caché quelque part en Islande, mais sa poésie qui a survécu à travers les siècles. Son histoire parle de choses universelles. Trouver sa place quand on est différent, créer du sens à partir du chaos, vivre avec des dons qui sont aussi des malédictions, chercher l'immortalité à travers l'art. Le vrai miracle d'Egill n'est pas son crâne indestructible, mais son talent capable de défier la mort elle-même.